Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les résultats du baccalauréat session 2017 sont catastrophiques au Cameroun. Baccalauréat session 2017 sont catastrophiques au Cameroun, singulièrement dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. La crise anglophone a durement affecté les performances scolaires à tel point que le sud-ouest a dégringolé jusqu'à la 7e place. Pourtant, l'année dernière, cette région était première. Avec un taux de réussite de 60%, les contre-performances au baccalauréat sont enregistrés dans presque toutes les régions du Cameroun. Vous le verrez en ouverture de ce journal. 10 jours après la fusion CMC-SOCAM, les notes de musique sont toujours dissonantes autour de la création d'une nouvelle société de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical, et la partition du ministre de la Culture crée davantage un flou artistique avec des risques, des batailles de positionnement et des bras de fer, et vocation à suivre au cœur de ce journal. Et la Coupe d'Afrique des Nations est en pleine mutation avec un calendrier arrimé à la trêve hivernale en Europe et 24 équipes désormais en quête de la prestigieuse coupe durant une compétition organisée sur 6 stades. Cette nouvelle résolution de l'exécutif de la CAF suscite déjà des grincements de dents au Cameroun qui reste déterminé à organiser l'édition 2019. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La crise anglophone et son impact sur l'école ont occasionné des contre-performances au baccalauréat dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Les mesures gouvernementales mises en œuvre pour la reprise des cours n'ont pas réussi à stopper la chute du sud-ouest dans le classement des 10 régions en fonction des résultats du baccalauréat session 2017. Le sud-ouest est placé au 7e rang avec un taux de réussite de 41%. Pourtant, l'année dernière, cette région était première avec un taux de réussite de 60%. Et sur le plan national, le nombre d'admis au baccalauréat a reculé de près de 6 points. Séverin Chouban et Julienne Berthe-Bissaille présentent les statistiques du baccalauréat session 2017. Les tensions enregistrées dans ces deux régions au cours de cette année académique ont eu raison sur les performances scolaires dans ces zones d'expression anglaise. La région du sud-ouest change sa première place contre la nord-ouest, passe de la 4e position à la 6e. Les deux régions enregistrent respectivement 361 et 207 candidats admis. Le tableau statistique des résultats de l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire général session 2017, rendu public hier par l'Office du baccalauréat, met en lumière un taux élevé d'inscrits absents en salle d'examen dans ces parties du pays. Dans les régions de la Damawa et l'Est, le taux d'abstention est également élevé. La région du centre, quant à elle, est en progression. Elle quitte la 3e position enregistrée l'année dernière pour la première cette année. Le littoral conserve son 2e rang qu'il occupe depuis 3 années. La région de l'extrême nord fait également du surplace en 10e position. La région de l'ouest, pour sa part, gagne 3 points. Elle quitte la 7e position pour la 4e. La Damawa est également dans le même registre avec son 3e rang contre le 5e l'année dernière. Du point de vue général, le pourcentage de réussite cette année est en baisse par rapport à 2016. Le taux national de réussite est de 46% contre 52,72% enregistré en 2016. Et ces jeunes bacheliers éprouvent déjà des sérieuses difficultés à obtenir des bourses d'études à l'international. De nombreuses fraudes sont décelées et leurs dossiers rejetés. Pourtant, des spécialistes de l'éducation estiment qu'ils ne maîtrisent pas des techniques visant à leur permettre d'obtenir des bourses d'études à l'international. Des précisions avec François Dikoumet et Donald Anouzoua. Les étudiants camerounais, tout comme leurs congénères africains, rencontrent d'énormes difficultés dans le processus d'obtention de bourses d'études à l'étranger. Et c'est pour entretenir les jeunes sur les pièges à éviter dans les procédures de demande de bourses d'études et de leur proposer quelques pistes de solutions à la problématique posée qu'une conférence articulée autour du thème « Défis liés à l'obtention de bourses d'études à l'international » a été donnée à Douala.
Par cet acte, le spécialiste en sciences de l'éducation entend apporter son expertise au service des jeunes. La première chose, c'est de ne pas se précipiter. Parce que très souvent, on va sur l'Internet, on regarde les conditions d'ordre général et on dit « Waouh, j'ai tout ce qu'il faut ». Et rapidement, on paye les frais d'inscription et du coup aussi, on a un refus. On dit « Vous ne pouvez pas malheureusement bénéficier d'une telle bourse ». Mais par contre, vous pouvez aussi toujours recourir vers le service d'un professionnel. Et quand on décide de rencontrer un professionnel, il ne faut pas tomber dans ce piège comme vous avez proposé tantôt. C'est quoi le profil de ce personnel-là que vous voulez rencontrer? Qui est ce professionnel-là? Est-ce que c'est un conseiller d'orientation? Cette personne est conseiller pédagogique? Est-ce qu'il est conseiller d'orientation? Est-ce qu'il est professeur d'université? Si oui, dans quel domaine? On peut bien être professeur d'université, mais de quel domaine? Si par exemple vous allez aller rencontrer quelqu'un qui va vous aider en matière d'immigration, qui est cette personne-là? Il faut avant tout regarder le profil de cette personne-là. La conférence qui avait pour cible les élèves, les étudiants, les parents ainsi que les enseignants a comblé les attentes des participants. Et ce que moi j'ai retenu, c'est que déjà avec la société qu'ils présentaient, ils ont des possibilités non négligeables de trouver des admissions en tant que toujours étudiants étrangers dans ces pays-là. C'est donc une jeunesse bien édifiée sur les techniques et stratégies à adopter pour optimiser leurs chances d'intégrer par voie de bourse les universités étrangères qui entendent mettre à profit les informations reçues au cours de cette conférence. Près de 3 mois après leur suspension, 10 délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala n'ont pas toujours intégré cette institution, le délégué du gouvernement qui maintient leur suspension malgré les décisions prises par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, lequel a opposé une forme de non-recevoir au recours gracieux introduit par le docteur Fritz Ntonentone en vue de pouvoir limoger de façon définitive ces 10 délégués du personnel. Ces motifs ont été jugés infondés et des hommes de droit condamnent cette manœuvre de la part du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, estimant que sa décision de suspension de ces délégués du personnel est nulle et sans effet. Je vous propose à ce sujet de suivre l'avocat maître Simon-Serge Kaka qui revient sur cette décision du délégué du gouvernement qui, selon lui, est nulle et sans effet à l'encontre des délégués du personnel dans cette institution publique. En tout état de droit, le délégué du personnel, c'est quelqu'un qui jouit d'un statut particulier au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que la loi lui réserve un traitement particulier, une protection particulière. Et lorsque nous revenons dans notre contexte juridique, il y a notre code du travail qui résulte de la loi numéro 92/007 du 14 août 1992, en son article 130, qui dit clairement que le licenciement d'un délégué personnel est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Ce qui revient concrètement à dire que si un employeur prend sur lui de licencier un délégué personnel sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, c'est un licenciement nul et de nul effet. Je pense que c'est le cas que nous avons en l'espèce avec ce qui se passe en ce moment à la communauté urbaine de Douala. Je pense que le délégué du gouvernement n'a pas raison. S'il n'a pas pu obtenir l'autorisation de l'inspection du travail avant de licencier ces 10 délégués personnels, je pense qu'il a l'obligation aujourd'hui de les réintégrer avec paiement d'abord des salaires afférents à la période concernée. Et bien entendu, s'il s'obstine à maintenir sa position, il sera poursuivi devant les tribunaux. Et bien entendu, c'est là où va ouvrir la voie à la condamnation de l'établissement public administratif dont il a la charge au paiement des dommages et intérêts en faveur de ces délégués personnels. Dans le reste de l'actualité, de nouveaux commandants des légions de gendarmerie ont été installés ce jour à Douala. Quelles sont leurs missions? Comment réagissent-ils par rapport au degré d'insécurité qui prévaut dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, mais aussi du littoral? Élément de réponse dans ce reportage signé Farel Bounia et Mirabel Mazou. Prenez le commandement, 21e régiment de génie.
C'est une lourde charge que portent désormais ces commandants de légion de gendarmerie. Ils sont 5 au total, récemment nommés à ce poste de commandement par décret présidentiel. Ils sont appelés à assurer la sécurité des biens et des personnes dans 4 régions administratives, le littoral, le nord-ouest, l'ouest et le sud-ouest. Il va falloir se mettre résolument au travail, mieux que par le passé, renforcer la discipline dans nos rangs, parce que vous savez que sans la discipline dans les armées, rien de consistant, rien de constructif n'est possible. Il s'agit pour eux de développer une stratégie globale cohérente pour améliorer les conditions de sécurité des populations de leur territoire de commandement. Vous avez entendu Monsieur le secrétaire d'État à la Défense parler tout à l'heure de la gendarmerie de proximité. Il s'agit pour nous de renforcer le pacte de confiance qui nous lie avec la population. Donc ce pacte passe par le bon comportement de nos hommes, la rectitude morale dont ils doivent faire preuve sur le terrain. Conscients des défis qui sont appelés à relever, ces commandants disent être résolus à faire montre de professionnalisme. Et comme on est conscient, n'est-ce pas, de la difficulté de cette mission, vous comprenez le sentiment qui nous anime. Au-delà de la légitime fierté d'avoir été nommé, il y a le devoir. Là, je sors du Nord. Les questions de sécurité, ils sont également d'actualité. Ici, il y a également des questions de sécurité, même si les formes sont différentes. Mais le tout, c'est d'être professionnel. Et je compte y mettre de tout mon professionnalisme pour accomplir mes missions. Toutefois, le maçon sera jugé au pied du mur. Je vous le disais en titre, 10 jours après la fusion entre la CMC et la SOCAM, les notes de musique sont toujours dissonantes autour de la création d'une nouvelle société civile de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical, et la partition du ministre de la Culture crée davantage un flou artistique au point d'exacerber des batailles de positionnement et des risques de bras de fer entre artistes et pouvoir public. Reportage François Dicoumet et Kate Diarra. C'est l'incompréhension totale qui règne dans la gestion collective du droit d'auteur au Cameroun. Quelques jours seulement après la séance de travail qui a abouti à la fusion de la CMC et de la SOCAM, le ministre des Arts et de la Culture a rendu public un communiqué qui suspend l'Assemblée générale du 28 juillet prochain. Selon les partisans de la nouvelle fusion CMC-SOCAM, cette action contribue à s'aimer le doute dans les esprits. Confus, il est touffu. Et il est contradictoire. La nouvelle polémique remonte au 10 juillet dernier, date à laquelle un projet de traité de fusion a été signé entre la CMC et la SOCAM, avec absorption de la SOCAM telle que prévue par les récentes dispositions et comprise dans une lettre du ministre des Arts et de la Culture. Le ministre de la Culture n'a pas vocation, n'a pas compétence pour s'immiscer dans le fonctionnement de la société de gestion collective. Ce sont des sociétés privées. Donc nous nous sommes réunis dans un cadre de soutien privé, nous avons signé le projet de fusion et jusqu'à là, son communiqué ne dit pas qu'il a annulé cette fusion. Au terme de cette journée de travail, une lettre est adressée au ministre des Arts et de la Culture pour lui faire part des propositions élaborées dans le but de boucler le projet de fusion. Pour le groupe de travail du 10 juillet dernier, la décision de suspension de l'Assemblée générale est incompréhensible. Ce d'autant plus qu'il s'agit jusqu'ici d'une simple proposition. Dans la lettre qu'il adresse au Premier ministre le 18 juillet, c'est-à-dire il y a 3 jours encore, le ministre des Arts et de la Culture dit que la société qui doit être mise en place doit fédérer toutes les tendances, entre autres la fusion CMC-SOCAM et être ouverte à tous les autres protagonistes. Il recommande donc au ministre de ne pas s'ingérer dans les affaires des sociétés de gestion collective qui sont des sociétés privées. Dans son communiqué, il prétend demander la suspension des assemblées générales qui ne sont pas convoquées, sauf si dans son ministère on ne lit pas les lettres. Voici la lettre que j'envoie. Je ne parle pas de la convocation, je parle d'un projet sous réserve de l'approbation de lui-même, le ministre, et sous réserve de ce que le commissariat à la fusion fasse des observations. Mais aucune action de force ne sera entreprise dans le but de s'aimer de nouveau le désordre dans un problème déjà résolu. Si le chef de l'État décide le contraire, je vous dis, nous allons appliquer. Nous allons le faire sans aucune hésitation. Mais là, pour l'instant, nous avons des communiqués
Est-ce à dire que le communiqué se place au-dessus des prescriptions des institutions de chefs d'État que eux-mêmes ils ont écrit? Il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres artistes, opposés à la fusion que nous avons rencontrée, n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils sont 6 jeunes étudiants burundais portés disparus aux États-Unis d'Amérique. Pourtant, ils y sont arrivés pour participer à une compétition. Depuis lors, une chasse à l'homme est lancée pour retrouver ces 6 étudiants qui auraient déjà traversé la frontière pour se rendre au Canada. Des précisions avec Nadine Yambou dans ce reportage. Partis aux États-Unis pour la compétition du First Global Challenge, 6 étudiants burundais ont fondu dans la nature. Âgés entre 16 et 18 ans, ces adolescents se sont échappés tout juste avant la clôture de cette compétition robotique mettant aux prises les meilleurs étudiants en sciences et technologies du monde entier. Alertés, les forces de l'ordre se sont aussitôt mises à leur trousse. 2 d'entre eux de sources sécuritaires auraient été aperçus en train de traverser la frontière vers le Canada. La police précise cependant qu'il ne s'agit pas d'un acte criminel. Elle appelle par ailleurs à la collaboration des internautes en publiant la photo de ces 6 étudiants burundais sur la toile. Ce n'est pas la première fois que de jeunes Africains appelés à concourir dans des tournois internationaux réussissent à s'échapper. Ce type de fugue était très souvent observé dans les rangs des athlètes africains. La CAN en pleine mutation fait-elle sourire tous les Africains? Avec un calendrier arrimé à la trêve hivernale en Europe, près de 24 équipes africaines iront désormais à la quête de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations durant une compétition organisée sur 6 stades. Ces réformes ont été approuvées lors du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Des précisions avec Nana Paul Sabin. De toutes les réformes entérinées par le comité exécutif de la CAF, celle qui fait jaser est la décision de faire passer à 24 le nombre d'équipes qualifiées pour les phases finales des prochaines Coupes d'Afrique des Nations en remplacement du format actuel avec 16 équipes. En outre, fini les CAN en janvier et février, le tournoi le plus prestigieux du continent se jouera désormais entre juin et juillet, des années impaires après chaque 2 ans. Ces changements, qui sont d'application à court terme, auront des conséquences sur la CAN 2019 qu'organise le Cameroun. Une rencontre est annoncée entre les nouveaux responsables de la CAF et les autorités camerounaises pour plancher sur la matérialisation des nouveaux éléments à verser au cahier des charges de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les compétitions interclubs de la CAF ont aussi subi une modification de leur calendrier. Les sages de la Confédération africaine de football ont entériné le fait que les matchs de Coupe de la Confédération et de Ligue des champions se dérouleront désormais du mois d'août au mois de mai. Il n'y a plus donc un démarrage en février avec l'entrée en liste des équipes camerounaises sans match de championnat local dans les jambes. Pour éradiquer les cas de mort subites dans les stades, le comité exécutif s'est engagé à investir dans les recherches pouvant permettre de déterminer les causes de mort subites chez les footballeurs, dont les cas jusqu'ici enregistrés sont en majorité des Africains. Le renforcement des contrôles médicaux dans la détermination de l'éligibilité des jeunes footballeurs, le principe de l'augmentation des indemnités à payer aux arbitres et l'implication d'un grand nombre d'anciennes gloires du football africain dans les activités de la CAF s'inscrivent également dans le registre des réformes, des propositions du symposium qui ont été approuvées par le nouveau président de la CAF et ses pairs du comité exécutif. Le président Hamad, successeur du Camerounais Issa Hayatou à la tête de la CAF, voit ainsi entamer son ambitieux programme pour une nouvelle vision du football africain. Vous l'avez suivi, ces réformes pourraient avoir des conséquences sur la CAN 2019 que le Cameroun doit organiser. Près de 24 équipes de football, 6 stades sur lesquels doivent se dérouler la compétition et un calendrier modifié qui passerait du mois de janvier à celui de juin. Et des inquiétudes planent davantage sur cette CAN qui doit être organisée en principe au Cameroun. Et le gouvernement est monté au créneau pour jurer la main sur le cœur de réussir le pari d'organiser cette CAN 2019. Au Cameroun, le ministre des Sports était face à la presse en début de semaine à Yaoundé. Des précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. Sur les 32 stades à fournir pour la CAN 2019,
11 sont déjà disponibles. À en croire le ministre des Sports et de l'Éducation physique, les autres sont en construction. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter. Reste 7 à construire. Plus concrètement, il s'agit à Yaoundé du complexe sportif d'Olembe. Ce sont le stade principal et ses 2 annexes qui sont en construction. Les travaux sont en cours. Les travaux de fondation démarrent le 1er août 2017. Le groupe Piscini promet qu'il va livrer le stade dans les délais tels que rappelés lors du point de presse donné hier par l'ambassadrice d'Italie et l'entreprise concernée. À Douala, il s'agit du complexe de Japoma, du stade de la réunification et d'autres aires de jeu. Les travaux en ce qui concerne le stade principal et ses 2 annexes sont en cours. Le bureau de contrôle technique Veritas est mobilisé. Le stade de la réunification et son annexe. Les travaux ont été confiés au consortium canadien représenté par la Corporation commerciale canadienne. Le marché est en cours de signature. La ville de Garoua, qui abritera également la CAN 2019, verra des stades construits ou réhabilités. Pour le stade omnisport de Roundé Adja et son annexe, les travaux ont été attribués à l'entreprise portugaise Mota Engil. La contractualisation est en cours. Pour les stades Pumpumre, du Sénagès et de la gendarmerie, les travaux ont été attribués. La contractualisation est en cours. À l'ouest du pays, enfin, le stade omnisport de Kwekong à Bafoussam sera pourvu en stade annexe, tandis que d'autres villes de la région verront leurs infrastructures réhabilitées. Pour les stades de Banjul et de Mbouda, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise China Shanxi. Le marché est en cours de signature. Pour les 2 stades que sont celui de Toket et municipal de Bafoussam, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise Semec. La contractualisation est en cours. Au final, c'est un projet titanesque que le Cameroun devra réaliser dans la perspective de la CAN 2019. Le pays organisateur devrait mettre à la disposition de la CAF 3 mois avant le début de la compétition toutes les infrastructures. 17 mois seulement nous séparent de 2019, mais le ministre des Sports et de l'Éducation physique pense qu'il est encore temps. Conformément aux engagements des entreprises et aux expériences accumulées dans le cadre de la CAN féminine Cameroun 2016, 10 à 12 mois sont nécessaires pour l'exécution des travaux s'agissant des différents stades d'entraînement à réhabiliter. Au-delà des infrastructures sportives, le Cameroun devrait également se doter d'infrastructures hospitalières, hôtelières, routières, aéroportuaires et de télécommunications aux normes CAF. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Ne manquez pas le grand rendez-vous de l'économie juste après cette édition du 20h consacrée au bilan de la visite du président du groupe de la Banque africaine de développement au Cameroun. Pourquoi ces institutions financières africaines n'accompagnent pas assez le développement sur le continent africain? Qu'est-ce que le Cameroun a gagné depuis 1972 avec ses relations entre la BAD et le Cameroun? On en parle juste après ce journal. Et à 21h, Horizon Sport qui revient sur cette décision de la Confédération africaine de football. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les résultats du baccalauréat session 2017 sont catastrophiques au Cameroun. Baccalauréat session 2017 sont catastrophiques au Cameroun, singulièrement dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. La crise anglophone a durement affecté les performances scolaires à tel point que le sud-ouest a dégringolé jusqu'à la 7e place. Pourtant, l'année dernière, cette région était première avec un taux de réussite de 60%. Les contre-performances au baccalauréat sont enregistrées dans presque toutes les régions du Cameroun. Vous les verrez en ouverture de ce journal.
10 jours après la fusion CMC-SOCAM, les notes de musique sont toujours dissonantes autour de la création d'une nouvelle société de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical, et la partition du ministre de la Culture crée davantage un flou artistique avec des risques, des batailles de positionnement et des bras de fer et vocation à suivre au cœur de ce journal. Et la Coupe d'Afrique des Nations est en pleine mutation avec un calendrier arrimé à la trêve hivernale en Europe et 24 équipes désormais en quête de la prestigieuse coupe durant une compétition organisée sur 6 stades. Cette nouvelle résolution de l'exécutif de la CAF suscite déjà des grincements de dents au Cameroun qui reste déterminé à organiser l'édition 2019. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La crise anglophone et son impact sur l'école ont occasionné des contre-performances au baccalauréat dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Les mesures gouvernementales mises en œuvre pour la reprise des cours n'ont pas réussi à stopper la chute du sud-ouest dans le classement des 10 régions en fonction des résultats du baccalauréat session 2017. Le sud-ouest est placé au 7e rang avec un taux de réussite de 41%. Pourtant, l'année dernière, cette région était première avec un taux de réussite de 60%. Et sur le plan national, le nombre d'admis au baccalauréat a reculé de près de 6 points. Séverin Chouban et Julienne Berthe-Bissaille présentent les statistiques du baccalauréat session 2017. Les tensions enregistrées dans ces 2 régions au cours de cette année académique ont eu raison sur les performances scolaires dans ces zones d'expression anglaise. La région du sud-ouest change sa première place contre la nord-ouest, passe de la 4e position à la 6e. Les 2 régions enregistrent respectivement 361 et 207 candidats admis. Le tableau statistique des résultats de l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire dans ces pays-là. C'est donc une jeunesse bien édifiée sur les techniques et stratégies à adopter pour optimiser leurs chances d'intégrer par voie de bourse les universités étrangères qui entendent mettre à profit les informations reçues au cours de cette conférence. Près de 3 mois après leur suspension, 10 délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala n'ont pas toujours intégré cette institution, le délégué du gouvernement qui maintient leur suspension malgré les décisions prises par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, lequel a opposé une forme de non-recevoir au recours gracieux introduit par le docteur Fritz Ntonentone en vue de pouvoir limoger de façon définitive ces 10 délégués du personnel. Ces motifs ont été jugés infondés et des hommes de droit condamnent cette manœuvre de la part du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, estimant que sa décision de suspension de ces délégués du personnel est nulle et sans effet. Je vous propose à ce sujet de suivre l'avocat maître Simon-Serge Kaka qui revient sur cette décision du délégué du gouvernement qui, selon lui, est nulle et sans effet à l'encontre des délégués du personnel dans cette institution publique. En tout état de droit, le délégué du personnel, c'est quelqu'un qui jouit d'un statut particulier au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que la loi lui réserve un traitement particulier, une protection particulière. Et lorsque nous revenons dans notre contexte juridique, il y a notre code du travail qui résulte de la loi numéro 92/007 du 14 août 1992, en son article 130, qui dit clairement que le licenciement d'un délégué personnel est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Ce qui revient concrètement à dire que si un employeur prend celui de licencier un délégué personnel sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, c'est un licenciement nul et de nul effet.
Je pense que c'est le cas que nous avons en l'espèce avec ce qui se passe en ce moment à la communauté urbaine de Douala. Je pense que le délégué du gouvernement n'a pas raison. S'il n'a pas pu obtenir l'autorisation de l'inspection du travail avant de licencier ces 10 délégués personnels, je pense qu'il a l'obligation aujourd'hui de les réintégrer avec paiement d'abord des salaires afférents à la période concernée. Et bien entendu, s'il s'obstine à maintenir sa position, il sera poursuivi devant les tribunaux. Et bien entendu, c'est là où va ouvrir la voie à la condamnation de l'établissement public administratif dont il a la charge au paiement des dommages et intérêts en faveur de ces délégués personnels. Dans le reste de l'actualité, de nouveaux commandants des légions de gendarmerie ont été installés ce jour à Douala. Quelles sont leurs missions? Comment réagissent-ils par rapport au degré d'insécurité qui prévaut dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, mais aussi du littoral? Élément de réponse dans ce reportage signé Farel Bounia et Mirabel Mazou. Des générales session 2017, rendu public hier par l'Office du baccalauréat, met en lumière un taux élevé d'inscrits absents en salle d'examen dans ces parties du pays. Dans les régions de la Damawa et l'Est, le taux d'abstention est également élevé. La région du centre, quant à elle, est en progression. Elle quitte la 3e position enregistrée l'année dernière pour la première cette année. Le littoral conserve son 2e rang qu'il occupe depuis 3 années. La région de l'extrême nord fait également du surplace en 10e position. La région de l'ouest, pour sa part, gagne 3 points. Elle quitte la 7e position pour la 4e. La Damawa est également dans le même registre avec son 3e rang contre le 5e l'année dernière. Du point de vue général, le pourcentage de réussite cette année est en baisse par rapport à 2016. Le taux national de réussite est de 46% contre 52,72% enregistré en 2016. Et ces jeunes bacheliers éprouvent déjà des sérieuses difficultés à obtenir des bourses d'études à l'international. De nombreuses fraudes sont décelées et leurs dossiers rejetés. Pourtant, des spécialistes de l'éducation estiment qu'ils ne maîtrisent pas des techniques visant à leur permettre d'obtenir des bourses d'études à l'international. Des précisions avec François Dikoumé et Donald Anouzoua. Les étudiants camerounais, tout comme leurs congénères africains, rencontrent d'énormes difficultés dans le processus d'obtention de bourses d'études à l'étranger. Et c'est pour entretenir les jeunes sur les pièges à éviter dans les procédures de demande de bourses d'études et de leur proposer quelques pistes de solutions à la problématique posée qu'une conférence articulée autour du thème « Défis liés à l'obtention de bourses d'études à l'international » a été donnée à Douala. Par cet acte, le spécialiste en sciences de l'éducation entend apporter son expertise au service des jeunes. La première chose, c'est de ne pas se précipiter. Parce que très souvent, on va sur l'Internet, on regarde les conditions d'ordre général et on dit « Waouh, j'ai tout ce qu'il faut ». Et rapidement, on paye les frais d'inscription et du coup aussi, on a un refus. On dit « Vous ne pouvez pas malheureusement bénéficier d'une telle bourse ». Mais par contre, vous pouvez aussi toujours recourir vers le service d'un professionnel. Et quand on décide de rencontrer un professionnel, il ne faut pas tomber dans ce piège comme vous avez proposé tantôt. C'est quoi le profil de ce personnel-là que vous voulez rencontrer? Qui est ce professionnel-là? Est-ce que c'est un conseiller d'orientation? Cette personne est conseiller pédagogique? Est-ce qu'il est conseiller d'orientation? Est-ce qu'il est professeur d'université? Si oui, dans quel domaine? On peut bien être professeur d'université, mais de quel domaine? Si par exemple vous allez aller rencontrer quelqu'un qui va vous aider en matière d'immigration, qui est cette personne-là? Il faut avant tout regarder le profil de cette personne-là. La conférence qui avait pour cible les élèves, les étudiants, les parents ainsi que les enseignants a comblé les attentes des participants. Et ce que moi j'ai retenu, c'est que déjà avec la société qu'ils présentaient, ils ont des possibilités non négligeables de trouver des admissions en tant que toujours étudiant étranger. C'est une lourde charge que portent désormais ces commandants de légion de gendarmerie. Ils sont 5 au total, récemment nommés à ce poste de commandement par décret présidentiel. Ils sont appelés à assurer la sécurité des biens et des personnes dans 4 régions administratives, le littoral, le nord-ouest, l'ouest et le sud-ouest. Il va falloir se mettre résolument au travail. Mieux que par le passé, renforcer la discipline dans nos rangs, parce que vous savez que sans la discipline dans les armées, rien de consistant, rien de constructif n'est possible.
Il s'agit pour eux de développer une stratégie globale cohérente pour améliorer les conditions de sécurité des populations de leur territoire de commandement. Vous avez entendu Monsieur le secrétaire d'État à la Défense parler tout à l'heure de la gendarmerie de proximité. Il s'agit pour nous de renforcer le pacte de confiance qui nous lie avec la population. Donc ce pacte passe par le bon comportement de nos hommes, la rectitude morale dont ils doivent faire preuve sur le terrain. Conscients des défis qui sont appelés à relever, ces commandants disent être résolus à faire montre de professionnalisme. Et comme on est conscient, n'est-ce pas, de la difficulté de cette mission, vous comprenez le sentiment qui nous anime. Au-delà de la légitime fierté d'avoir été nommé, il y a le devoir. Là, je sors du Nord. Les questions de sécurité, ils sont également d'actualité. Ici, il y a également des questions de sécurité, même si les formes sont différentes. Mais le tout, c'est d'être professionnel. Et je compte y mettre de tout mon professionnalisme pour accomplir mes missions. Toutefois, le maçon sera jugé au pied du mur. Je vous le disais en titre, 10 jours après la fusion entre la CMC et la SOCAM, les notes de musique sont toujours dissonantes autour de la création d'une nouvelle société civile de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical, et la partition du ministre de la Culture crée davantage un flou artistique au point d'exacerber des batailles de positionnement et des risques de bras de fer entre artistes et pouvoir public. Reportage François Dicoumet et Kate Diarra. C'est l'incompréhension totale qui règne dans la gestion collective du droit d'auteur au Cameroun. Quelques jours seulement après la séance de travail qui a abouti à la fusion de la CMC et de la SOCAM, le ministre des Arts et de la Culture a rendu public un communiqué qui suspend l'Assemblée générale du 28 juillet prochain. Selon les partisans de la nouvelle fusion CMC-SOCAM, cette action contribue à s'aimer le doute dans les esprits. Confus, il est touffu. Et il est contradictoire. La nouvelle polémique remonte au 10 juillet dernier, date à laquelle un projet de traité de fusion a été signé entre la CMC et la SOCAM, avec absorption de la SOCAM telle que prévue par les récentes dispositions et comprise dans une lettre du ministre des Arts et de la Culture. Le ministre de la Culture n'a pas vocation et n'a pas compétence pour s'immiscer dans le fonctionnement de la société de gestion collective. Ce sont des sociétés privées. Donc nous nous sommes réunis dans un cadre de soutien privé. Nous avons signé le projet de fusion et jusqu'à là, son communiqué ne dit pas qu'il a annulé cette fusion. Au terme de cette journée de travail, une lettre est adressée au ministre des Arts et de la Culture pour lui faire part des propositions élaborées dans le but de boucler le projet de fusion. Pour le groupe de travail du 10 juillet dernier, la décision de suspension de l'Assemblée générale est incompréhensible. Ce d'autant plus qu'il s'agit jusqu'ici d'une simple proposition. Dans la lettre qu'il adresse au Premier ministre le 18 juillet, c'est-à-dire il y a 3 jours encore, le ministre des Arts et de la Culture dit que la société qui doit être mise en place doit fédérer toutes les tendances, entre autres la fusion CMC-SOCAM et être ouverte à tous les autres protagonistes. Il recommande donc au ministre de ne pas s'ingérer dans les affaires des sociétés de gestion collective qui sont des sociétés privées. Dans son communiqué, il prétend demander la suspension des assemblées générales qui ne sont pas convoquées, sauf si dans son ministère on ne lit pas les lettres. Voici la lettre que j'envoie. Je ne parle pas de la convocation, je parle d'un projet sous réserve de l'approbation de lui-même, le ministre, et sous réserve de ce que le commissariat à la fusion fasse des observations. Mais aucune action de force ne sera entreprise dans le but de s'aimer de nouveau le désordre dans un problème déjà résolu. Si le chef de l'État décide le contraire, je vous dis, nous allons appliquer. Nous allons le faire sans aucune hésitation. Mais là, pour l'instant, nous avons des communiqués. Est-ce à dire que le communiqué se place au-dessus des prescriptions des institutions du chef de l'État qu'eux-mêmes ont écrit? Il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres artistes, opposés à la fusion que nous avons rencontrée, n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils sont 6 jeunes étudiants burundais portés disparus aux États-Unis d'Amérique. Pourtant, ils y sont arrivés pour participer à une compétition. Depuis lors, une chasse à l'homme est lancée pour retrouver ces 6 étudiants qui auraient déjà traversé la frontière pour se rendre au Canada. Des précisions avec Nadine Yambou dans ce reportage.
Partis aux États-Unis pour la compétition du First Global Challenge, 6 étudiants burundais ont fondu dans la nature. Âgés entre 16 et 18 ans, ces adolescents se sont échappés tout juste avant la clôture de cette compétition robotique mettant aux prises les meilleurs étudiants en sciences et technologies du monde entier. Alertés, les forces de l'ordre se sont aussitôt mises à leur trousse. 2 d'entre eux de sources sécuritaires auraient été aperçus en train de traverser la frontière vers le Canada. La police précise cependant qu'il ne s'agit pas d'un acte criminel. Elle appelle par ailleurs à la collaboration des internautes en publiant la photo de ces 6 étudiants burundais sur la toile. Ce n'est pas la première fois que de jeunes Africains appelés à concourir dans des tournois internationaux réussissent à s'échapper. Ce type de fugue était très souvent observé dans les rangs des athlètes africains.